Batman et Robin sont-ils gays? La réponse, c'est non, bien sûr que non. En tout cas, ça n'a jamais été l'intention des créateurs ni des auteurs qui les ont suivis. Mais on a longtemps pensé que oui. En fait, tous les tandems masculins de l'univers de la bande dessinée ont été soupçonnés à un moment ou à un autre d'être homosexuels. Astérix et Obélix, Tintin et Capitaine Haddock, Spirou et Fantasio, mais ça n'a jamais été vraiment pris au sérieux. Dans le cas de Batman et Robin, on a longtemps cru que non seulement il s'agissait d'une fantaisie homosexuelle, mais même qu'ils encourageaient l'homosexualité chez les adolescents. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Après la création de Superman en 1938, les séries de bandes dessinées de super-héros explosent. On passe de 23 séries en 1939 à une centaine en 1945 et plus de 600 dans les années 50. Dès le début des années 40, les super-héros sont considérés comme une mauvaise influence sur les jeunes, en raison de leur violence et du fait qu'ils opèrent souvent à l'extérieur de la loi. Le critique littéraire Sterling North décrit les bandes dessinées comme une injection de sexe et de meurtre. Heureusement, les super-héros se rachètent en contribuant à l'effort de guerre, et de toute façon, on est un peu trop préoccupé par la Seconde Guerre mondiale pour s'inquiéter de la littérature. Après la guerre, on est prêt à recommencer à se préoccuper de la morale. Les psychiatres, les prêtres, les associations parents-professeurs établissent un lien entre les bandes dessinées et la délinquance juvénile. À la fin des années 40, apparaît un homme qui va devenir le phare du mouvement anti-super-héros. Le docteur Frederick Wertham, un psychiatre américain né en Allemagne, spécialisé dans les enfants qui ont des problèmes de comportement. Il accuse les bandes dessinées d'encourager la délinquance juvénile et l'infirmité mentale, parce qu'un point en commun qu'ont tous les enfants qui ont des problèmes de comportement, c'est qu'ils sont tous des lecteurs de bandes dessinées. Et en 1954, le docteur Wertham publie le livre La séduction des innocents, où il explique que les bandes dessinées causent des dommages au développement physique, mental, social et moral des enfants. Batman et Robin sont particulièrement critiqués pour l'homosexualité que laisse entendre leur camaraderie. Le docteur Wertham prend pour preuve l'exemple de deux jeunes homosexuels de 16 et 17 ans qui lui ont avoué qu'une de leurs fantaisies était de se costumer en Batman et Robin. En quoi est-ce que Batman encourage l'homosexualité chez les adolescents? Wertham ne reproche pas aux deux super-héros de présenter un contexte homo-érotique, mais simplement de ne pas vivre dans une famille traditionnelle, puisqu'aucune femme n'entoure le duo. Évidemment, il y a aussi le costume de Robin. Robin a 10 ans quand il devient le partenaire de Batman, donc on peut supposer qu'il n'a pas fabriqué son costume lui-même. Et quel adulte sain d'esprit obligerait un enfant à porter un costume qui met autant en évidence les attributs masculins? Ensuite, oui, il y a quelques images lourdes de sous-entendus. Principalement cette image publiée justement en 1954, où on voit Batman et Robin qui dorment apparemment dans le même lit. C'est tout simplement une erreur de perspective. Depuis 1942, Bruce Wayne et Dick Grayson dorment dans la même chambre, mais pas dans le même lit. Et ils vont continuer à partager la même chambre jusqu'en 1961. Bon, c'est quand même un choix discutable. Considérant que le manoir Wayne a 80 pièces, Bruce Wayne aurait pu faire l'effort de trouver au moins une chambre pour son fils adoptif. Curieusement, personne ne relève le fait que s'il y a bien une relation homosexuelle entre Batman et Robin, il ne s'agit pas d'une relation entre deux adultes consentants, mais bien entre un enfant de 12 ans et son tuteur légal, ce qui est autrement plus troublant. Évidemment, Batman et Robin ne sont pas les seuls super-héros accusés de pervertir les enfants. Les jeunes filles ont elles aussi un modèle pervers dans le personnage de Wonder Woman. Le risque est ici moins grand puisque les jeunes filles lisent beaucoup moins de bandes dessinées que les garçons. Par contre, Wonder Woman, avec son image de femme forte castrante, selon le Dr Wertham, et possiblement lesbienne, donne une mauvaise image des femmes aux garçons, ce qui risque de les inciter à devenir misogynes et, éventuellement, homosexuels. Aujourd'hui, évidemment, on s'étonne qu'un psychiatre ait pu émettre des opinions comme celle-là, mais il faut rappeler qu'à l'époque, l'homosexualité est encore considérée comme une maladie mentale. Il faut attendre 1973 pour qu'on supprime l'homosexualité du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, et 1990 pour que l'Organisation mondiale de la santé supprime l'homosexualité de la liste des maladies mentales. À partir de 1954, la Comics Magazine Association of America s'assure que les bandes dessinées soient écrites dans un langage de qualité, qu'elles ne contiennent aucune violence excessive, aucune référence à des êtres surnaturels qui pourraient éloigner leur public de Dieu, et toute implication de relations sexuelles entre des personnages non mariés et proscrites. Résultat, de 1954 à 1955, les ventes de bandes dessinées diminuent de 50%, passant de 80 millions d'albums vendus par mois à 40 millions, et de 600 séries en circulation, on passe à 200. Pour Batman, 1954 marque la disparition de Catwoman pour une durée de 12 ans.
Catwoman non seulement donnait une mauvaise image des femmes, mais les nouvelles règles ne pouvaient plus tolérer la tension sexuelle entre elle et Batman. Elle va être remplacée par Batwoman. Katie Kane est une riche héritière qui se déguise pour combattre les criminels pour passer le temps. Oui, parce que dans les années 50, les femmes qui étudient ou qui travaillent le font avant tout pour se divertir. L'autre objectif de Batwoman est de séduire Batman. Il va se créer un triangle amoureux entre Batman, Batwoman et la journaliste Vicky Vale, qui n'est pas sans rappeler un autre triangle amoureux de la même époque. Il faut placer le mot « amoureux » entre guillemets, puisque Batman ne démontre jamais le moindre intérêt pour aucune des deux femmes. Alors pour ce qui est de rassurer les lecteurs sur la virilité de Batman, c'est plutôt raté. Robin va lui aussi avoir droit à sa romance avec la première Batgirl, elle aussi plus intéressée à séduire Robin qu'à combattre le crime. Finalement, en 1964, DC Comics va faire disparaître le personnage d'Alfred le Majordome, accusé de faire partie du fantasme homo-érotique, pour le remplacer par le personnage de Tante Harriet, qui va surtout se faire connaître sous les traits de Madge Blake dans la télésérie Batman avec Adam West. En théorie, le personnage devait rassurer les parents. Cette gentille vieille dame autoritaire ne laisserait jamais arriver quoi que ce soit d'immoral sous son toit. Évidemment, depuis 1954, le monde a fait beaucoup de chemin, et l'univers des super-héros également. C'est du côté de Marvel qu'on voit apparaître le premier super-héros ouvertement homosexuel, North Star, qui sort du placard en 1992. Dans l'univers de Batman, le premier personnage homosexuel est la détective Renée Montoya, dont l'homosexualité est révélée en 2003, 11 ans après sa création. Suit ensuite la nouvelle Batwoman en 2006, qui obtient sa propre série éponyme en 2011. Ce qui ne va pas empêcher de continuer les allusions à l'homosexualité de Batman et Robin. Le film de Joel Schumacher en 1997 va contribuer à perpétuer cette image. On peut quand même se réjouir qu'aujourd'hui, l'homosexualité supposée de deux super-héros soit simplement un prétexte à faire des blagues et non plus une raison de sortir manifester dans la rue. Même si, bon, on a encore du chemin à faire.